êtes en forme à cette heure avancée de la journée, que vous avez encore un peu d'énergie. Je vais essayer de vous en donner davantage que ce que je ne vais vous en prendre pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, celui de la transformation des modèles économiques dans une perspective régénérative. Et donc, comment mettons les modèles économiques à l'épreuve des limites du monde? On est dans le thème qui nous occupe aujourd'hui. Vous l'avez entendu à de nombreuses reprises, vous êtes peut-être, sans doute, familier avec le concept de limites planétaires. D'autres avant moi sur cette scène et dans l'autre salle ont évoqué que ces limites planétaires sont, pour l'essentiel, largement dépassées. Ces limites planétaires, elles renvoient à ces processus qui stabilisent, qui créent les conditions de stabilité du système Terre. Et donc, il est absolument essentiel pour le maintien des conditions telles que nous les connaissons, même si aujourd'hui ces conditions sont largement dégradées, il est essentiel pour maintenir les conditions d'équilibre du système Terre de ramener autant que faire se peut les limites planétaires qui sont d'ores et déjà dépassées sous leur seuil de sécurité. Pour ça, ça implique un double mouvement. Ça implique une transformation assez significative dans notre manière d'aborder la question de la responsabilité, la question des impacts et le positionnement des entreprises dans le monde et dans la vaste chaîne du vivant. Il faut bien évidemment réduire nos impacts négatifs au seuil incompressible, ce que j'appellerais comme petit moyen mémotechnique le mouvement du tic. Mais ce mouvement ne suffit pas. Il ne suffit pas car faire moins mal la même chose, c'est toujours exercer une pression négative sur des limites planétaires qui sont d'ores et déjà, pour l'essentiel, dépassées, qui ont dépassé leur point de sécurité. Et donc, de manière concomitante, il va falloir générer des impacts positifs nets, et vous verrez que ce mot net a pour moi une importance significative, des impacts positifs nets sur les écosystèmes, sur la société, le mouvement du tic, tic-tac. Alors, dans mon jargon, réduire un impact négatif ne constitue pas un impact positif. Ça paraît évident vu comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises qui se prévalent d'impacts positifs sont en fait une réduction des impacts négatifs, ce qui, à l'échelle des grands équilibres globaux, quelque part, n'est pas satisfaisant. Alors, ce que je vous évoque là, ce mouvement du tic, du tac, de la réduction d'impact négatif au seuil incompressible, de la génération d'impact positif net sur les écosystèmes et sur la société, ça revient à quoi? Ça revient à mettre en œuvre ce schéma à l'échelle de l'entreprise. En bas, nous avons les impacts négatifs qu'il va falloir chaque année réduire en intensité, et en haut, des impacts positifs. Et nous atteindrons des impacts positifs nets quand les impacts positifs excéderont les impacts négatifs. Nous pourrons alors véritablement parler d'entreprises régénératives et on va essayer de décortiquer un peu mieux ce concept. Un énorme défi est devant nous. Ce défi, c'est celui de la pensée systémique. Aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises ont intégrer de manière plus ou moins ambitieuse la question du carbone, la question de la décarbonation, ou plus exactement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, se focaliser sur la seule question du carbone conduit le plus souvent à du déplacement de problèmes. Et, a fortiori, quand la réponse est systématiquement ou exclusivement centrée sur la technologie, eh bien, le plus souvent, cette technologie va procéder à l'échelle systémique d'un déplacement de problèmes. Je vous donne un exemple. Les énergies renouvelables aujourd'hui, dont on doit souhaiter l'essor, sont 10 fois plus intensives en ressources métalliques par kilowattheure produit que les énergies fossiles. Ça veut dire que si aujourd'hui on prend 100% du mix énergétique, qu'on le substitue à isoconsommation par de l'énergie fossile, par de l'énergie renouvelable, nous allons extraire 10 fois plus de matières métalliques dont on connaît l'extrême incidence négative sur le cycle de l'eau, sur la biodiversité. Nous aurons fait du déplacement de problèmes. Et donc il va falloir que nous apprenions à décloisonner notre esprit de la seule vue du carbone pour intégrer la multiplicité des enjeux. Et vous allez voir qu'en matière d'économie régénérative, d'entreprise régénérative, il y a un enjeu souverain, c'est celui de la biodiversité et de l'ensemble des services que cette biodiversité, que les écosystèmes naturels nous rendent, ces fameux services écosystémiques. Comment pouvons-nous penser l'impact positif? Comment pouvons-nous penser la régénération? Seul le vivant
et je dirais même le vivant non humain, dispose de capacités de régénération. Prenez un vase, cassez-le, ce vase ne va pas disposer de capacité par lui-même à s'auto-réparer. Et si je ramasse les morceaux, que je les réassemble, eh bien le vase portera les stigmates de la chute. Si à l'inverse je me coupe le doigt en cuisinant, eh bien il va se mettre en œuvre de manière totalement automatique, nous parlons de manière endogène, un mécanisme d'auto-régénération de mes cellules qui fera qu'après un certain temps, eh bien, la trace de la coupure aura intégralement disparu. La régénération est une propriété exclusive du vivant et exprime un principe qui est celui de la création continue. Aujourd'hui, quand nous créons des objets, quand nous créons des bâtiments, quand nous créons de l'équipement, nous considérons que nous exprimons avec beaucoup de talent notre savoir-faire, notre créativité, notre ingéniosité, notre talent à produire. Pourtant, si nous y regardons de plus près, chacune de nos créations s'accompagne dans la très grande majorité des cas d'une destruction. À l'inverse, si j'explore le vivant, un arbre, en créant sa propre matière, en échangeant avec l'ensemble des espèces qui l'entourent de l'information, ne va générer aucun impact négatif. Au contraire, il va générer de très nombreux co-bénéfices positifs sur de multiples enjeux et multiples parties prenantes. Il va capter du CO2, il va créer de l'oxygène, il va contribuer à la fertilisation des sols, il va contribuer au cycle de l'eau, il va constituer un refuge pour l'habitat, pour la biodiversité, de la nourriture pour la biodiversité, etc., etc., etc. Nous ne savons pas créer sans détruire, là où la nature met en œuvre de manière systématique, et en particulier le vivant végétal, un principe de création continue. Nous allons donc devoir, pour créer ces impacts positifs, si seul le vivant, et a fortiori le vivant végétal, est capable de créer de l'impact positif, nous allons devoir reconnecter nos entreprises au vivant pour pouvoir s'appuyer sur ce potentiel de création continue qui s'exprime à travers le vivant et bénéficier de cette capacité pour l'intégrer dans nos propres modes de fonctionnement, dans nos propres modèles d'affaires. Alors je vous disais au démarrage qu'il va d'abord falloir engager un mouvement de réduction des impacts au seuil incompressible. Que signifie cette notion de seuil incompressible ? Le seuil incompressible, c'est la capacité à aligner l'intensité de nos impacts, la hauteur de nos impacts avec les prescrits de la science. Aujourd'hui, ça a été bien documenté sur la question du carbone à travers les travaux des Science Based Targets initiative, en moyenne intersectorielle, donc tout secteur d'activité confondu. Si on veut rester sur une trajectoire de réchauffement climatique contenue à 1,5 degré de réchauffement, ce qui paraît aujourd'hui pratiquement hors de portée, nous devrions réduire de 42% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030 et les réduire de 90% à horizon 2050, comparativement toujours à ces émissions de 2020. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'année en année, nous avons une idée du talon résiduel de carbone qu'il nous reste pour pouvoir mettre en œuvre nos activités. À horizon 2050, il nous reste 10% de crédit carbone en moyenne intersectorielle par rapport à ce que nous avons émis en 2020. Alors comment fait-on ? Comment peut-on mettre en œuvre ces objectifs de seuil incompressible ? Il existe de multiples manières d'appréhender le sujet, à travers l'éco-conception, l'éco-efficience, la sobriété énergétique, à travers le low-tech ou le right-tech dont on nous a parlé aujourd'hui, à travers l'économie circulaire, les circuits courts, etc., etc., etc. Tous ces moyens sont hautement souhaitables, désirables et absolument nécessaires et urgents à mettre en œuvre. Malheureusement, ils ne suffisent pas. Sans une refonte de nos modèles économiques, nous ne parviendrons jamais à atteindre ce seuil incompressible et on va le voir dans un moment, on va voir pourquoi dans un moment. Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de modèle économique ? Christian parlait de modèle d'affaires, je parle plus volontiers de modèle économique. Quand on parle de modèle économique, on parle de l'architecture de valeur d'une organisation. Tout commence par la création de la valeur. Une entreprise va s'intéresser à un public cible, un système client, va essayer de comprendre quelles sont les attentes, les besoins, les problèmes à résoudre de ses clients pour mettre en face une offre pouvant prendre la forme d'un produit, d'un service, d'une expérience, d'une solution associée, intégrée, même d'une destination parfois. Premier étage de la fusée, la création de la valeur. Une fois que je sais ce que je veux amener au marché, il va falloir que j'organise la production de cette valeur. Il va falloir que je mobilise les moyens de production, que j'organise les activités de travail
pour concevoir et fabriquer ce que j'ai à fabriquer et à mettre en marché. Il va falloir que j'organise la mise à disposition physique de cette valeur au client à travers la distribution de la valeur. Et très important et le plus souvent très mal maîtrisé, il va falloir que je m'assure que cette valeur est correctement appropriée par mon marché. Qu'est-ce que ça signifie correctement appropriée par mon marché? Ça signifie que, le client, avant l'acte d'achat, avant la prise de décision, comprend la valeur ajoutée à recourir à mon offre plutôt que l'offre du voisin. Et une fois que la transaction a eu lieu, il sait comment en retirer l'essentiel de la valeur dans l'usage qu'il en fera. Et croyez-moi, il y a du boulot dans pratiquement toutes les entreprises sur ce sujet. Ça, c'est la dimension réelle du modèle économique. Réelle, pourquoi? Parce que incarné dans des produits, dans des équipements, dans des camions, dans des magasins. Ensuite, il va falloir traduire tout ça en K-euros, en monnaie, à travers la monétisation de la valeur et sa répartition, c'est ce que nous appelons le modèle de revenu. Alors, cette innovation de modèle économique, c'est la forme probablement la plus systémique d'innovation au sein d'une organisation, puisque si je ne touche qu'à l'offre sans qu'aucune des autres composantes du modèle économique ne soit modifiée, je ne fais pas de transformation de modèle économique, je fais une transformation en matière d'offre, une innovation d'offre. Si j'introduis un nouveau canal de distribution sans qu'aucun des autres étages de la fusée ne soit impacté, je ne fais absolument pas d'innovation de modèle économique, je fais une innovation en matière de distribution. Le juge de paix, c'est quoi? C'est le plus souvent une offre qui va bouger dans son périmètre et c'est surtout la manière de contractualiser cette offre, c'est le modèle de revenu qui va être amené à évoluer pour changer ce que nous appelons la dynamique de performance du modèle. Je reviendrai sur cette notion. Alors pourquoi est-ce qu'il faut transformer les modèles économiques? Aujourd'hui, la quasi-totalité des modèles économiques sont construits sur un triptyque. Les modèles économiques sont volumiques. Ça veut dire que pour que votre entreprise se développe, il est plus que probable que vous deviez vendre d'année en année plus de quelque chose. Plus de produits, plus d'heures de travail, plus de prestations, plus. Ça renvoie à la conférence de Timothée Paric en ouverture de cette journée. Ces modèles économiques sont couplés, ça veut dire que cette hausse de volume est systématiquement adossée à de la consommation de matière et à de la consommation d'énergie. Et donc, à chaque fois qu'on va augmenter les volumes, on va augmenter le poids en ressources et le poids en énergie de ce modèle économique. Et ça vaut aussi bien pour l'activité industrielle, secondaire, que l'activité tertiaire. D'ailleurs, aujourd'hui, les économies qui connaissent le plus haut niveau de tertiarisation sont aussi celles qui ont la plus forte intensité environnementale, la plus grosse pression sur l'environnement. Et puis tout ça est inscrit dans un système économique à visée de croissance, dont l'objectif absolu, le dogme suprême, c'est l'augmentation du sacro-saint PIB. Là aussi, je renvoie à l'intervention de Tim. Alors ces trois caractéristiques, elles créent des limites indépassables. Elles créent des limites indépassables sur un plan écologique d'abord. Quand vous devez mobiliser toujours plus de ressources, toujours plus d'énergie, eh bien vous êtes face à une impasse sur un plan environnemental, sur un plan social aussi, mais même sur un plan économique. Puisque pour mettre en marché toujours plus d'unités de quelque chose, il faut que ce marché soit lui-même en permanence en croissance. Or, que constatons-nous? Nous constatons un ralentissement structurel de la croissance dans toutes les zones du monde. Et aujourd'hui, si on regarde le marché français ne cesse de croître. Alors vous me direz, mais ce n'est pas grave, on peut s'appuyer sur l'innovation, une ancienne génération étant chassée par une nouvelle génération, vrai, mais le temps de rentabilisation des innovations ne cesse de se raccourcir compte tenu de l'accélération des marchés. Alors, comment on s'y prend pour innover tant dans le premier mouvement, ce TIC, que dans le deuxième mouvement, le TAC? Et on a plein d'innovations de modèles économiques dans nos bagages. Christian évoquait ma provenance. Moi, effectivement, je viens des modèles serviciels, en particulier des modèles d'économie de fonctionnalité de coopération, qui sont des modèles fondés sur des gains d'efficience. Je vais vous expliquer à travers un exemple très concret ce que ça veut dire dans un moment. On peut s'appuyer sur des modèles à impact, sur des modèles de plateforme, sur des modèles de coûts évités. On peut s'appuyer sur des modèles coopératifs, des modèles de commun, etc., etc. Je pourrais faire une longue liste à l'après-vert. Ce qui va être intéressant, et le message à retenir, c'est que la solution ne se trouve pas dans une famille de modèles, mais dans la capacité à les hybrider. Les modèles économiques de demain seront des modèles économiques diversifiés, prenant appui sur un ensemble de grands domaines d'innovation. Christian évoquait dans son préambule la Convention des entreprises pour le climat. J'ai effectivement la chance d'intervenir dans presque toutes les CEC.
Et j'y ai développé notamment un cas d'usage autour d'un industriel fabricant des poids lourds, avec comme mission stratégique de transformer son modèle économique pour qu'il ait un intérêt à réduire le nombre de camions qu'il parcourt et la circulation qu'il réalise sur la route. Alors j'ai rédigé ce cas, si ça vous intéresse, vous irez sur notre site internet et vous le trouverez, il est documenté. Et pour résoudre ce cas, il a fallu combiner de l'approche servicielle, de l'approche à impact, de l'approche par coût évité, des modèles économiques de plateforme, et on arrive à repenser des architectures de valeur où on engage une décroissance significative de la quantité de matière et d'énergie, tout en préservant une valorisation monétaire. Ça, c'est relativement connu, même si je vais vous donner un exemple dans un moment. Ce qui est beaucoup plus nouveau pour l'entreprise, c'est ce qui est à droite. Générer des impacts positifs sur les écosystèmes et sur la société. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, donc là, on est au cœur de la promesse régénérative, on est au cœur de la capacité à régénérer les ressources, à régénérer les processus sous-tendant les conditions d'équilibre du système Terre, régénérer ces fameuses limites planétaires. Et je vous disais tout à l'heure, la régénération, c'est une affaire d'expression d'un potentiel de création continue du vivant, en particulier du vivant végétal. Et donc, si on veut que l'entreprise, demain, soit au service de la génération de ces impacts positifs, elle va devoir reconnecter son action au vivant, et en particulier au vivant végétal. Elle va donc devoir identifier des portes, ce que j'appelle les portes d'entrée vers la régénération écologique, qui sont autant de moyens de reconnexion. Et il va falloir distinguer deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont en connexion directe avec les écosystèmes, dont les écosystèmes, alors j'aime pas le terme, c'est très utilitariste, mais constituent un facteur de production. Je suis un agriculteur, je suis un vigneron, je suis un gestionnaire forestier, je suis un pêcheur. Mon outil de travail, c'est l'écosystème. Et bien là, mon sujet, ça va être essentiellement de modifier mon système de production, de modifier mes pratiques de production pour les transformer de pratiques dégénératives en pratiques régénérative, si je pense à l'agriculture, aujourd'hui très largement dégénérative, un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, une agriculture qui tue le vivant dans la microbiologie du sol et plus largement auprès des insectes et sur l'ensemble des chaînes trophiques, donc des chaînes d'alimentation. Clairement, une agriculture qui dégrade la qualité des eaux par l'ensemble des intrants mis en culture. On voit bien que ces pratiques de production ne vont pas dans le sens du vivant, mais au contraire, dans la capacité dans une forme de capacité à contrecarrer la capacité du vivant à exprimer son potentiel. Et donc là, il va falloir modifier les systèmes de production, mais très souvent, on va devoir également faire évoluer les modèles économiques. Si je suis un vigneron en Champagne, que je mets en œuvre des modèles de viticulture régénérative, et qu'ensuite je produis des bouteilles à Reims et que je les envoie aux quatre coins du monde, bien évidemment, l'ensemble des plus-values écologiques que j'aurai générées à travers l'évolution de mon système de production seront complètement rendus obsolètes par la supply chain mondiale. Et donc, on voit bien que là, il va falloir plutôt envisager un modèle économique de resynchronisation de la production avec la consommation. Et ça tombe bien, puisque ces grandes maisons de champagne, le plus souvent, elles ont des vignobles aux quatre coins du monde. Malheureusement ou heureusement, ces vins pétillants qui sont produits au Chili, qui sont produits en Californie, qui sont produits en Asie, ne peuvent pas bénéficier de l'appellation champagne. Mais à y bien regarder, le véritable savoir-faire de ces maisons, c'est de créer du rêve, c'est de créer du symbole, c'est la maîtrise du marketing et de l'image. Et donc, pourquoi ne pas mettre ces savoir-faire au service de l'évolution d'un modèle de resynchronisation territoriale d'une production par rapport à une consommation? Alors ça, c'est une grande famille d'entreprises. Maintenant, vous en conviendrez, la très grande majorité des entreprises, elles n'ont pas cette connexion directe au vivant. Elles ne sont pas en prise directe avec les écosystèmes, ou plus exactement, les écosystèmes ne font pas partie de leur outil de production, ou alors loin. Comment on reconnecte une entreprise au vivant dans ce cas-là? Eh bien, pareil, il y a plein de portes. Une première porte, c'est la reconnexion au vivant à travers les infrastructures et les équipements.
La végétalisation des bâtiments, alors on me dit, ok, c'est sympathique, on va mettre 3 brins d'herbe sur le toit, etc. Imaginez que je suis un retailer, imaginez que je suis le plus grand retailer français, voire le plus grand retailer européen, et imaginez de ce fait les millions de mètres carrés de patrimoine foncier que je détiens pour exercer mon activité. Projeter de la végétalisation sur l'ensemble de ce patrimoine foncier, croyez-moi, les effets sont absolument gigantesques et ils trouvent leurs modèles économiques. Ils trouvent leurs modèles économiques à travers l'ensemble des externalités, des impacts positifs induits par cette amélioration de pratique. Je vous donne une clé de lecture sur laquelle je reviendrai. L'amélioration de la thermique du bâtiment. Aujourd'hui, la végétalisation de bâtiments améliore de manière extrêmement significative l'introduction de chaud en été et la perte de chaleur en hiver, et donc réduit de manière considérable le besoin en chauffage ou en climatisation en fonction de la saison. Ça, couplé à plein d'autres sujets, permet de faire atterrir des modèles économiques viables en mixant toute une série de modèles économiques. Deuxième option en termes de reconnexion au vivant, le sourcing. Je ne suis pas en prise directe avec le vivant, mais si je remonte dans ma chaîne de valeur, le plus souvent, tôt ou tard, je trouve des points d'appui avec le vivant. Et donc, via des dynamiques à la fois de biosourcing et d'évolution des pratiques mises en œuvre dans ces écosystèmes d'où proviennent mes matières premières, je peux créer des modes de reconnexion. Je peux me reconnecter au vivant par des processus de production. Aujourd'hui, énormément d'industries ont de l'eau de process. Cette eau de process est gérée par voie le plus souvent physico-chimique. Des filtres, c'est de la pression c'est de l'énergie, et ensuite de la chimie pour craquer l'ensemble des molécules. Si je fais une refonte des processus de production pour rendre l'ensemble des contaminants de mes eaux bioassimilables, je peux cette fois m'appuyer sur la biologie, à travers ce qu'on appelle la phytoépuration, pour traiter mes eaux usées, etc., etc., etc. Il existe en réalité de très nombreuses portes de reconnexion au vivant qui permettent à l'entreprise de générer des impacts positifs dans les écosystèmes et au-delà pour les communautés humaines. Alors, partons d'un exemple. Un exemple sur une entreprise que j'ai pu accompagner il y a un moment déjà, qui est un fabricant français de pompes à chaleur. Le modèle économique classique de la vente de pompes à chaleur, c'est un modèle économique de vente à l'unité. Vous vendez une pompe, 2 pompes, 3 pompes, 4 pompes, et vous essayez d'en vendre le plus possible. Ce modèle économique de vente à l'unité ne crée aucun incitant à fabriquer des pompes qui vont durer le plus longtemps possible. Puisque pour générer les volumes dont vous avez besoin le coup d'après, qui je vous rappelle est plus important que le coup d'avant, eh bien vous avez besoin d'accélérer le rythme de renouvellement de ces machines. Et il se trouve que moi, mon industriel, il fabriquait des pompes qui duraient 2 fois plus longtemps que la norme du marché, au moins 2 fois plus longtemps. Le problème, c'est qu'il n'arrivait absolument pas à monétiser cet avantage, puisque s'il multiplie son prix par 2, il est bien évident que personne n'achète ces packs. Okay. Et donc il était dans une forme de contradiction où lui avait fait, parce que ça lui tenait à cœur, un effort d'amélioration de la durée de vie de ses produits, sans être capable de valoriser cet élément qui se retournait même contre lui, puisque ça veut dire que comparativement à ses concurrents, il allait avoir à attendre 2 fois plus longtemps pour avoir le marché de renouvellement. Okay, donc il avait la double peine. Alors comment est-ce qu'on fait ? Premier sujet, je peux décider de mettre les pompes à chaleur à disposition de mes clients, moyennant une facturation via un loyer fixe par machine. Qu'est-ce qui va changer ? La dynamique de performance du modèle économique va changer. C'est quoi la dynamique de performance d'un modèle économique ? C'est ce que l'entreprise a intérêt à faire pour accroître sa performance financière, accroître son chiffre d'affaires et ou sa rentabilité. Vous allez voir que ce sont plutôt des modèles qui sont pilotés non pas par le chiffre d'affaires, mais par la rentabilité. Alors, qu'est-ce qui change ? Dans le modèle initial, je vous le disais, on n'a pas d'incitant à concevoir un produit qui dure le plus longtemps possible. Deuxièmement, je vends le produit. Ça veut dire qu'en tant qu'industriel, je perds la maîtrise du flux. Donc, il est beaucoup plus difficile pour moi de mettre en œuvre une économie circulaire sur un flux de matière que je ne maîtrise pas. Il n'y a aucun responsable de production qui acceptera de fonder sa prod sur un flux de matière qu'il ne maîtrise pas. Okay. Dans le passage de la vente au passage de la mise à disposition, j'ai désormais un intérêt économique à ce que cette machine dure le plus longtemps possible, puisque tant qu'elle est en fonctionnement chez le client, elle produit un revenu régulier et récurrent, et donc ma rentabilité va être améliorée par une augmentation
de la durée de vie de cette machine. Deuxième élément, j'ai désormais la maîtrise pleine et entière du flux de matière, puisque je reste propriétaire de la machine, et dès lors, je peux baser un plan de production sur une récupération programmée de cette machine, une démontabilité de la machine et une réintroduction des composants des anciennes générations de machines dans des nouvelles générations de machines. C'est ce que nous appelons le modèle locatif centré sur l'usage. Nous appelons ces types de modèles des modèles construits sur des gains d'efficience. Pourquoi? Parce que ma capacité à développer plus d'efficience dans la durée de vie du produit, dans sa capacité à être démontable, réparable, etc., va directement influer positivement sur ma rentabilité. Néanmoins, je perçois toujours un loyer fixe par machine. Et donc, il est dans mon intérêt de positionner un maximum d'unités chez mes clients. Au plus je vais positionner d'unités chez mes clients, au plus je vais encaisser un loyer conséquent. Et donc, il est possible de faire un pas supplémentaire et de ne plus vendre l'objet lui-même, ni même le mettre à la disposition du client, mais interroger l'effet généré par cet objet et s'engager contractuellement sur une forme de résultat. Alors ici, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais facturer un confort thermique garanti dans le bâtiment à coût maîtrisé. Très concrètement, c'est quoi? Eh bien, pendant une durée donnée, et celle qu'on a fait atterrir, ça a été 10 ans, pendant une durée donnée, vous payez un montant, soit en début de contrat, soit une partie fixe en début de contrat, et puis sur les 5 premières années, un loyer annuel. Et quels que soient les aléas qui arriveront sur votre système de génération de confort thermique, ils seront intégralement pris en charge par le fabricant. Alors, il est désormais de votre intérêt de mettre le moins de machines possible pour atteindre le résultat, puisque la machine devient un coût qui devient économiquement intéressant à être minimisé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'abord, il va falloir engager de nouvelles formes de coopération avec les acteurs de sa chaîne de valeur. Vous imaginez bien que la longévité de la pompe à chaleur, elle va dépendre non seulement de sa conception à l'usine, de la manière dont elle va être fabriquée, mais elle va aussi dépendre de la qualité de l'installation. Si l'installateur fait mal son boulot, ça va raccourcir d'autant la durée de vie de la machine. Elle va dépendre de la station technique qui va assurer la maintenance de la machine. Et donc, il va falloir construire de nouvelles convergences d'intérêts avec des partages de valeurs qui sont préalablement définis entre les acteurs et des bénéfices pour les installateurs et ou pour les stations techniques à fonctionner dans ce nouveau modèle économique et de ce nouveau modèle économique pour que la performance puisse être garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une raison d'être partagée dont les gains d'efficience vont améliorer la rentabilité de l'ensemble, pouvant être ensuite redistribués par gouvernance entre les différentes parties prenantes. C'est exactement ce que nous avons mis en œuvre. Mais on peut aller encore un pas plus loin. Je vous le disais tout à l'heure, sur ce type de modèle, on a intérêt à réfléchir à l'ensemble des modalités possibles qui vont nous permettre d'atteindre le résultat escompté de la manière la plus efficiente qui soit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais peut-être avoir à élargir le champ des coopérations avec les acteurs de ma chaîne de valeur, des acteurs qui ne sont plus forcément dans ma chaîne de valeur, mais en dehors de ma chaîne de valeur. Par exemple, je dois produire du chaud en hiver. Et donc, je vais m'intéresser dans le bâtiment à tout ce qui est générateur de calories. Dans les entreprises, la plupart des entreprises, pas toutes, mais de nombreuses entreprises, ont des salles de serveurs. Salles de serveurs qui génèrent une quantité de calories effroyable, dont on va installer des climatiseurs pour détruire les calories. Et en hiver, juste la cloison d'à côté, on va mettre en place des convecteurs pour générer de la calorie. C'est absurde. Et donc là, on va récupérer les calories des salles de serveurs pour les réinjecter dans les bâtiments d'usage et ainsi, réduire la demande de climatisation dans les salles de serveurs et deux, ne pas avoir à dépenser d'énergie pour produire du confort thermique dans les installations de bureaux. Vous avez intérêt économiquement à mettre ça en œuvre quand vous êtes rémunéré sur du confort thermique moyennant une enveloppe fixe. Le deuxième élément, pour produire du froid, vous allez vous poser la question de savoir s'il n'existe pas des moyens moins énergivores et ou moins coûteux de donner un sentiment de fraîcheur dans le bâtiment. Déjà, vous allez essayer de développer de l'ombre sur les surfaces vitrées. Et donc, vous pouvez raisonner sur l'introduction de lumière et donc de chaleur dans le bâtiment pour prévenir ou, au contraire, favoriser l'intégration de chaleur dans le bâtiment en fonction de la saison. Vous pouvez mettre en œuvre ce qu'on appelle des principes de climatisation adiabatique. La climatisation adiabatique, c'est quoi? C'est la capacité à faire circuler
de l'eau, de l'humidité dans un film géotextile ou peu importe, et à faire circuler de l'air, ce qui va rafraîchir objectivement le bâtiment et générer un sentiment de confort. Vous pouvez aussi, et j'en arrive à ma reconnexion au vivant, vous pouvez aussi vous appuyer sur le végétal. Une des propriétés du végétal, c'est d'ailleurs la contribution essentielle du végétal au cycle de l'eau, c'est l'évapotranspiration. Les plantes ont tendance à dégager de l'humidité à travers un mécanisme d'évapotranspiration. C'est la raison qui fait que lorsque nous végétalisons la ville, eh bien, nous réduisons de manière sensible les îlots de chaleur urbains et nous générons une perception de confort assez significativement améliorée. 1, grâce aux ombres portées. 2, grâce à ce mécanisme d'évapotranspiration. Pour vous donner l'efficacité, pour vous donner à voir de manière sensible l'efficacité de cette évapotranspiration, je vous invite à comparer la chaleur qu'il fait sous un parasol ombre portée versus sous un arbre dans le même jardin. Il n'y a pas photo. Okay. Le deuxième va générer un sentiment de fraîcheur bien plus important grâce à cette évapotranspiration. Je vous parlais tout à l'heure de la végétalisation des toitures. La végétalisation des toitures permet d'améliorer de manière extrêmement significative la thermie du bâtiment. Et donc, si votre job, c'est d'accroître ou de générer du confort thermique en mettant en œuvre le moins de moyens possible, en étant le plus parcimonieux possible en moyens, parce que vous êtes rémunéré non plus sur les moyens que vous mettez en œuvre, mais sur les effets que vous générez, eh bien, il est désormais de votre intérêt de promouvoir ce type de solution. Et on voit donc apparaître de nouvelles articulations entre des entreprises qui, au départ, étaient pilotées essentiellement par un mindset technique et qui, petit à petit, commencent à articuler des enjeux de mobilisation du vivant non humain, en particulier de vivant végétal, pour répondre à ces besoins de base. Et donc on voit aussi comment les modèles économiques s'interpénètrent les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite, vous pouvez encore pousser le cran plus loin. Vous pouvez pousser le cran plus loin en vous posant la question de savoir si ces modèles, si ces moyens que vous mettez en œuvre génèrent des impacts positifs additionnels dans des dimensions non correctement identifiées au départ. Je vous parlais tout à l'heure de la spécificité de l'arbre en termes de création continue par rapport à nos créations d'humains. L'arbre crée de la valeur dans de multiples directions. Quand on s'appuie sur le végétal, on crée de la valeur dans de multiples directions, on crée des services dans de multiples directions, ce que nous appelons des externalités positives. Eh bien, si nous les identifions et si potentiellement nous arrivons à les internaliser dans le modèle, nous sommes capables d'accroître, la diversité et donc la robustesse de notre modèle économique. Exemple, l'impact du verdissement sur l'allongement significatif de la durée de vie d'un revêtement de toiture, le tamponnage des eaux de pluie qui explique qu'aujourd'hui l'agence de l'eau accepte de financer une partie du coût de la végétalisation des bâtiments car il est beaucoup moins coûteux pour elle d'aller vers ce type de solution plutôt que de redimensionner des réseaux, etc., etc., etc. Donc vous avez un point d'appui pour générer une diversification de votre modèle économique. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez créer de la surperformance financière. Et cette surperformance financière, elle peut être mise au service du TAC, au service d'une ambition plus grande vers ces coopérations plus hétéroclites. Alors je vais prendre un cas que vous connaissez par cœur probablement, mais je vais le décortiquer à ma façon. Partons d'un industriel vendeur de pneus, vous aurez toutes et tous reconnu de qui je veux parler. Modèle initial, vente de pneus à l'unité, aucun intérêt à ce que les pneus durent le plus longtemps possible, et perte de la propriété du pneu. Okay. Je passe sur un modèle de vente de kilomètres parcourus. Je commence avec une période de cash flow négatif. Pourquoi ? Parce que désormais, il va falloir que le pneu roule un certain nombre de temps avant que je recouvre mon coût de production. Mais la pente de la droite est beaucoup plus intéressante dans le modèle de vente de kilomètres parcourus que dans le modèle de pneus. Pourquoi ? Parce que je construis mon modèle économique sur la logique d'efficience. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai désormais un intérêt économique à ce que mes pneus durent le plus longtemps possible. Et comme par magie, la durée de vie du pneu est multipliée par 2,5. Donc le verrou, il n'est absolument pas technique. Okay. 2, je reste propriétaire du pneu. Et donc ça veut dire que quand je récupère ce pneu, je peux par exemple récupérer la carcasse métallique de ce pneu pour la réintroduire dans les nouvelles générations de pneumatiques. Okay. Et donc ça me fait économiser d'autant l'ensemble des coûts
relatif à cette matière première dont je ne dois plus mobiliser de la matière vierge, ou en tout cas de manière plus incrémentale. Et donc on a une rentabilité par kilomètre parcouru accrue. Maintenant, la question, c'est, l'habitude, l'histoire, elle s'arrête là. La question, c'est, est-ce que ça génère des externalités positives? Quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour que ce modèle advienne? Les moyens qu'il faut mettre en œuvre, ils sont nombreux. D'abord, je l'ai dit, il va falloir reconcevoir le pneu, mais allonger la durée de vie d'un pneu ne repose pas uniquement sur la conception, ça va aussi reposer sur le roulage. Et donc, il est de mon intérêt en tant que fabricant du pneu qui exploite ce modèle de, par exemple, former les gens à l'éco-conduite, puisqu'on sait que des gens ayant été formés à l'éco-conduite vont avoir un comportement de roulage qui va dans le sens de la préservation du matériel et des pneus. Il est dans mon intérêt économique que les pneus soient correctement gonflés, car des pneus sous-gonflés vont s'user plus vite. Quels sont les co-bénéfices de ces actions que j'ai intérêt à mettre en œuvre dans ce nouveau modèle économique? Je vais réduire la consommation de carburant, car l'éco-conduite, des pneus bien gonflés, ça peut réduire de 12, 13, 14%, ces deux paquets, la consommation de carburant. Ça va également améliorer la sécurité, la sécurité de la flotte de véhicules et des chauffeurs, des personnes au volant et de la marchandise transportée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, je peux internaliser ces externalités au contrat. Et donc je peux passer sur des solutions plus globales, fondées sur la mise à disposition d'un parc pneumatique avec des co-bénéfices de réduction de consommation, d'amélioration de la sécurité, dont nous allons partager les revenus construits sur ces gains d'efficience. Le revenu, cette fois, va prendre une forme comme celle-là. Elle va prendre une forme comme celle-là. J'ai eu la chance d'accompagner des entreprises où nous avons multiplié par 10 la rentabilité de ce type de modèle. Alors la question qui suit, c'est qu'est-ce que je fais de cette surperformance? Est-ce que je la prends? Est-ce que je l'encaisse? Est-ce que éventuellement je la distribue aux actionnaires? Et ce faisant, je génère des effets rebonds? Ou est-ce qu'au contraire, je flèche cette surperformance vers des actions de régénération des écosystèmes desquels je dépends et sur lesquels j'agis, vers la régénération des communautés humaines desquelles je dépends et sur lesquelles je suis capable d'agir. Et donc, ça me donne des marges de manœuvre financières. Je travaille aujourd'hui avec des grands industriels de l'agroalimentaire, je travaille aujourd'hui avec des retailers, par exemple sur la construction de filières régénératives dans le domaine agricole. Sans surprise, il y a des surcoûts. Et donc, sans surprise, un ISO-modèle économique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que si vous dites au consommateur qu'il va avoir à payer 2 fois plus cher sa pomme ou ses carottes par rapport à ce qu'il paye aujourd'hui, il n'y aura personne pour acheter vos pommes ou vos carottes, ou alors ce sera un marché de niche. Okay? Et donc c'est en mobilisant ce type de modèles économiques et en s'appuyant sur de l'innovation de modèles économiques qu'on crée des marges de manœuvre financières permettant de supporter le surcoût et de ne pas le faire supporter par l'ensemble du marché. Pas uniquement par les clients finaux. Alors cette ambition régénérative, et ce sera mon dernier slide, il me reste 2 minutes, donc je ne pourrai pas être exhaustif. Cette ambition régénérative, cette qualité régénérative que l'entreprise va essayer de développer, elle va s'appuyer sur un ensemble de principes. Nos travaux de recherche aujourd'hui en ont identifié 11. Pareil, ces principes, ils sont décrits sur notre site internet. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller visiter tout ça à votre aise. Je vais en prendre quelques-uns. Le principe 2, adopter une vision systémique, j'en ai parlé. Le principe 3, être capable de se limiter. Ça renvoie directement à la conférence de Tim de ce matin, si vous y avez assisté. Le principe 6 est un principe extrêmement intéressant. Contrebalancer la logique de performance au profit de la robustesse. C'est probablement là-dessus que je terminerai. Nous avons vécu dans un monde stable. Dans un monde stable, demain est prédéterminé par hier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde stable, on peut pousser assez loin les logiques d'optimisation et les logiques d'augmentation de la performance dans une perspective le plus souvent financière, sans que ce ne soit préjudiciable pour l'entreprise. Nous allons vers un monde de plus en plus fluctuant. On le constate, moins d'eau disponible. Les industriels à qui je disais il y a 3 ans, vous devriez vous soucier de l'eau, je disais, vous rigolez ou quoi? Il pleut tout le temps dans mon coin. Eh bien, cette année, l'été dernier, ils ont eu des restrictions d'eau pendant des périodes critiques de production. Ça a été un bazar infini. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont connaître de plus en plus d'aléas, de plus en plus de fluctuations. Or, dans un environnement fluctuant,
La qualité à privilégier est bien moins la performance que la robustesse, car on ne perd plus 2, 3, 4% de productivité au rendement, c'est potentiellement l'ensemble d'une activité qui peut céder face à un aléa particulier. Et donc, que constatons-nous? Nous constatons de plus en plus d'entreprises qui vont contrebalancer cette recherche de performance par une logique de robustesse. Voilà un des principes qui est susceptible de guider l'action et de permettre de repenser les modèles économiques dans une visée régénérative. Il y en a 10 autres, mais le temps me manque. Merci à vous pour votre écoute.